phases. J'ai fait mes premiers pas dans une école de catch, qui était l'école de Louis Michon, avenue Philippe-Auguste à Paris, à côté du Père-Lachaise, en 1975. Et j'ai fait mon premier combat professionnel, je dis bien professionnel, en 1977, 2 ans après. Ben, c'était chez Louis Michon, pauvre con. Alors mon premier match était un peu spécial parce que, comme vous le savez, tous les ans il y a des grosses fêtes politiques. Il y en a une qui s'appelle la Fête de l'Humanité et le ring de catch tous les ans qui était sponsorisé par la société Ricard, les alcools Ricard, était placé juste à côté de la grande estrade où passaient les hommes politiques, les grands chanteurs, etc. Ce qui veut dire que vous aviez 80 000 personnes qui étaient là. Et mon premier combat, je l'ai fait devant 80 000 personnes puisque on faisait le catch avant les hommes politiques, le public était là, donc il a se retourner à regarder le catch. Voilà. Premier combat, Fête de l'Humanité, 1977, septembre. Bah, mon premier contact avec le public, il a été néant pour moi, puisque moi j'étais focalisé par ce que je faisais, par mon combat. Comme il y avait 80 000 personnes, on ne pouvait pas côtoyer le public. Puis c'était pas une époque où on côtoyait les gens comme ça, on se tapait sur l'épaule. On finissait notre combat, on rentrait dans nos loges, nos vestiaires, et puis on repartait ensuite, quoi. Donc je n'ai pas eu de vrai contact avec le public au départ sur mon premier combat. Ma première entrée, elle était simple. Moi, j'avais constaté que certaines vedettes du catch de l'époque, peut-être que mon père, à monter avec une paire de chaussures, des chaussettes au-dessus, un slip de catch, hein, puisqu'on a oublié que le catcheur c'est un slip de catch, un maillot de catch, quoi. Et puis j'avais simplement un blouson sur moi, un blouson qui allait avec les couleurs de mes chaussures et de mon maillot. Tout simplement et humblement, bien entendu, puisque c'était mon premier combat. Très franchement, je n'ai pas de souvenir de mon premier show à l'étranger, puisque à l'époque, mon patron, Roger Delaporte, matchmaker manager de son état, nous envoyait un peu partout, Angleterre, Allemagne, Autriche, Espagne, Italie. Enfin, bon, moi j'ai plus des souvenirs, vraiment avec un grand monsieur du monde du catch, qui est, Dieu merci, encore vivant, René Lazartès, dit Jacques Lazartès, qui était catcheur et promoteur, et c'était des tournois qu'on faisait en Allemagne, à Munich, à Hambourg et dans d'autres villes. Voilà les gros souvenirs que j'ai à l'étranger. Mes vrais gros premiers combats, c'était vraiment en Allemagne. Alors très franchement, en dehors de la langue, il n'y avait aucune différence. Ensuite, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, il y avait des élites. C'était pas monsieur tout le monde qui faisait du catch. Déjà, c'était comme dans la Formule 1, c'est-à-dire il y en avait un, du moins en France, qui rentrait tous les 10 ans, qui arrivait à rentrer pro. Non, il n'y avait pas de différence en dehors de la langue. Et puis, on se connaissait tous, puisqu'on faisait le circuit international. Il y avait des différences techniques. Nous, on était en position droite à l'époque, les Français, alors que les Anglais, les Américains étaient à gauche. Sinon, il n'y avait pas de différence. Alors, pour entrer dans le monde du catch à l'époque, c'était pas si facile que ça, fallait cogner à la porte. Et quand vous cognez à la porte, généralement on vous l'ouvrait, on vous faisait rentrer, et après on vous cognait sur la tête. C'est-à-dire que, je m'explique, et c'est la réalité, vous aviez ce qu'on appelle des barreurs. Donc vous rentriez dans une salle, par exemple celle de Louis Michon, c'était les gars à Durand et les gars de la porte de Matchmaker. L'Aja, lui, avait sa salle rue des Martyrs, l'autre en avait une autre part. Et puis là, tu veux faire du catch, toi, eh ben viens par ici mon gars, et puis on va te tirer la couenne. Donc on te tirait la couenne. Et puis, si tu résistais, on te la tirait encore un peu plus, puis un peu plus, puis un peu plus, puis à un moment donné, quand les mecs voyaient que tu résistais, eh bien à ce moment-là, et c'est pour ça qu'il était préférable, avant de rentrer au catch, d'avoir fait quand même quelques compétitions en lutte. Alors, le rythme
d'un catcheur professionnel. Il y avait deux sortes de catcheurs. Il y avait des catcheurs qui avaient un emploi en dehors du catch et qui travaillaient quand même 3-4 fois par semaine, enfin qui catchaient 3-4 fois par semaine. Un catcheur professionnel à l'époque travaillait tous les jours. Moi j'ai regardé des vieux agendas à moi, 400 galas dans l'année, il y a 365 jours. Vous avez vite compris le rythme d'un catcheur. On avait un sur-rythme d'ailleurs, ce qui faisait qu'on ne grossissait pas, évidemment, puisqu'on transpirait tous les soirs. On dormait très peu, on était sur la route jour et nuit. D'ailleurs, c'est une époque où il y a eu énormément d'accidents de voiture. Il y a eu plus de morts d'ailleurs sur la route que sur le ring. Malgré qu'il y a eu quelques blessés à l'époque. Mais c'était un rythme génial parce que plus on catchait, plus on avait du souffle et mieux c'était. Parce que ce qu'il faut savoir tout de même, ça je le vois plus aujourd'hui, tant mieux d'ailleurs parce que c'est très long à regarder, mais il y avait une drôle de cadence parce que quand vous étiez une vedette, les combats c'était entre 45 et 60 minutes, c'est-à-dire 3 quarts d'heure, 1 heure sur le ring et sur un rythme cadencé. Alors, quand je suis rentré dans le métier, il y avait encore des personnages comme l'Ange Blanc, Robert Duranton, René Benchimoun, Zarak, Walter Bord, j'en passe évidemment, et mes chers amis anciens ne m'en voulez pas parce que vous êtes tellement... Voilà. Alors ce que j'en pense, moi, de ces gens-là, j'en pense énormément de bien. Parce qu'une fois que vous avez passé le barrage barreur, qui vous ont un peu tendu les oreilles, ces gens-là vous acceptent dans leur famille et à partir de là, vous donnent toutes les ficelles pour réussir. Et moi, j'ai même quelques noms à citer, des gens comme Jacques Richard, d'ailleurs, qui a la WS, Roberto Torres, qui est encore vivant, le regretté Guy Renaud, des gens comme ça, et je ne les citerai pas tous, m'ont mis en valeur. Et c'était des excellents catcheurs, c'était ce qu'on appelait des faire-valoir, et ils m'ont mis en valeur, quoi. Et même, je me rappelle de Gilbert Leduc, qui a été quand même la star des stars. Il était star avant la guerre et star après la guerre. On l'appelait Chouchou, c'était le champion du monde incontesté. J'ai fait un championnat du monde avec lui, et le mec m'a laissé faire, quoi. Il avait un grand respect pour moi qui était jeune, et moi j'avais un énorme respect pour ce grand monsieur du catch. Alors, il y a deux éléments. Le premier, c'est à cause de l'action qu'a menée mon père et Michel Saunier, puisque mon père s'est battu contre les matchmakers managers, on connaît l'histoire, hein, je vais faire court évidemment, et donc pour amener la sécurité sociale, donc intermittent du spectacle, parce que mon père s'était aperçu à l'époque, il y avait des accidents de voiture, il avait perdu un de ses amis, James Brown, un catcheur noir anglais, le bourreau de Béthune a été enterré comme un chien alors que c'était une star, et tout ça, pour mon père, ça lui posait un problème humain, et il nous a fait rentrer intermittent du spectacle. En revanche, mon père et Saunier déposaient plainte à chaque coup qu'il y avait un gala de catch qui était fait au noir à la télévision, et les maisons de production ont été condamnées. À partir de là, elles ont arrêté net le catch à la télévision, et c'est à cette époque-là, tout à la fin des années 70, début des années 80, que sont arrivés sur le marché les Américains avec leur puissance financière, tout simplement. Donc de fait, les Américains et l'action de mon père et Michel Saunier. C'est-à-dire que j'ai toujours été un visionnaire, donc j'ai choisi la femme que je savais qu'elle allait vivre avec moi jusqu'à la fin de ma vie. Alors, je l'ai choisie belle, enfin je pense que pour moi, tout du moins, elle était belle, et je l'ai surtout choisie intelligente, c'est-à-dire je ne l'ai pas choisie dans mon milieu, ça va de soi, vous m'avez compris. Il y en a plusieurs en réalité. Alors, je dirais que mon meilleur souvenir du catch, c'est d'avoir pensé déjà, de dire si je pouvais faire du catch un peu en professionnel comme ça, juste pour le plaisir. Et puis mon premier plaisir, ça a été que j'ai gagné ma vie et confortablement ma vie avec un truc que j'aimais. C'est-à-dire que moi je travaillais pas, je m'amusais, quoi. Voilà, ça c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est d'avoir catché avec des renommées énormes, comme Lazartès, comme Gilbert Leduc, tous ces grands bonhommes, Martin Jones, tous ces mecs qui ont eu des carrières fabuleuses, XXL, et puis bien entendu, le gros souvenir, c'est la tournée Ricard, organisée par mon père, parce que là c'était 10 000 personnes tous les soirs, avec un train de vie qui était, voilà.
n'y a pas de... La différence, c'est que le catch d'avant et d'aujourd'hui, c'est comme les voitures d'avant et d'aujourd'hui. C'est-à-dire, je m'explique. Pour moi, les très belles voitures sont les américaines de la fin des années 50, le début des années 60. Magnifiques voitures, on n'en retrouvera plus des comme ça. Le problème, complètement insécurisé, alors qu'aujourd'hui, on a toutes les technologies dans les voitures. Le catch, c'est exactement pareil. Il y a eu 3 phases dans le catch. Il y a eu la phase de glane. La phase de glane, le mec qui prenait une clé au bras, il restait une demi-heure, il tordait le bras de son adversaire jusqu'à temps que celui-là sorte, ça durait une demi-heure. La deuxième phase, c'est quand les matchmakers managers, comme Delaporte, Maurice Durand, Goldstein, Cyril Aja, ont compris qu'il y avait beaucoup d'argent à se faire avec le catch. Et là, ils ont commencé à créer des personnages. Deuxième phase, le bureau de Béthune, l'Ange Blanc, Zarak, des personnages et du catch aérien avec des Walter Bord, des René Benjimoun, des gens comme moi d'ailleurs, voilà. Et puis, la troisième phase, du catch dit américain, c'est-à-dire ce que moi j'appelle les jeunes aujourd'hui qui, pour certains, si on prend des Archer, des Laroufa, des mecs comme ça, sont plus très jeunes non plus, mais qui pour moi sont les jeunes d'aujourd'hui, eux, ils sont plus basés sur le catch américain de ce qu'ils ont vu, qu'un autre spectacle qui est très bien d'ailleurs. Alors, moi je dis pas que c'était mieux avant, hein, parce que là j'aurais vraiment l'air d'un gros con, un peu comme toi d'ailleurs, mon cher Brian. Non, je dis que les deux sont bien. Les deux sont bien. D'ailleurs, je ne pourrais plus aujourd'hui organiser des galas comme ils étaient organisés à l'époque et des combats de 30 minutes à 1 heure, quoi. Voilà. Alors, ça va être très dur. Ça va être très dur et je vais t'expliquer pourquoi. C'est un petit milieu aujourd'hui, c'est devenu un petit milieu où on ne sait plus qui est qui, si le fan il est catcheur, si le catcheur est fan, il y a tout un mélange, tout le monde commande, là-dedans c'est l'armée mexicaine. Et quand on travaille avec la télévision, quand on travaille avec le cinéma, c'est des choses bien cadrées, il faut déjà fermer sa gueule pour prendre du pognon. Et avec les sponsors, ceux qui vont mettre 1 million, 2 millions, 10, 20, 30, 50 millions d'euros dans la bascule, les petites histoires, les petites polémiques d'internet, les blabla, les « ah lui il a dit ci, il a dit ça », ça marche pas parce que ça les fatigue. Voilà, tout simplement. Bah, des anecdotes, il y en a plein. Non, moi ce que je vois plutôt, c'est la dynamique qu'il y a eu dans ce métier. Par exemple, pour donner un exemple, le soir, l'après-midi, je me rappelle, j'étais avec mon frère, on était en match à 4 tous les deux. Donc dernier combat de l'après-midi à Lyon. Et le soir, on est à San Remo. Le soir, on est à San Remo. Mon frère est dans encore le match à 4 à San Remo. Et moi, je suis en combat vedette à San Remo. Donc, dans le 3e combat. Donc, c'était un truc, on roulait à 250 à l'heure jour et nuit. Parce qu'il fallait. D'ailleurs, moi, on m'appelait Speedy Gonzalez en voiture. J'arrêtais pas. Et le soir, on a pris la voiture. On a traversé la France. Les routes n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. Pour aller à Saint-Jean-de-Mont, où on retravaillait en après-midi le lendemain. Et après Saint-Jean-de-Mont, le soir, on retravaillait, je sais plus où, je crois que c'était en Bretagne ou quelque chose comme ça. On faisait des doublés comme ça, alors on montait avec un survêtement de coton, capuche sur la tête, on transpirait, on roulait à plus de 200 et on essayait d'arriver à l'heure. Et c'est pour ça d'ailleurs il y a eu énormément d'accidents de voiture à l'époque, quoi. Mais c'était une vie, c'était vraiment la vie d'artiste, c'est-à-dire on était dans une bulle quelque part, on n'était plus dans la vie normale, je dirais. Quelque part, parce qu'on était vraiment, déjà on était adulés par les gens, il y avait du public, les salles étaient pleines. Voilà, c'est pas qu'on se prenait pour quelque chose d'autre, quoi, mais on était dans notre bulle, on ne vivait qu'entre nous, on rigolait entre nous, on mangeait entre nous, on dormait entre nous, voilà, quoi, c'était une famille, quoi, la famille du show business, simplement.